Vers une rentrée extraordinaire pour Apple TV+, avec les premières images de Silo saison 2 qui seront montrées le 27 juillet au Comic-Con à San Diego, sans parler de la saison 4 de The Morning Show dont le tournage vient de commencer, de Sévrance saison 2 pour lequel il faudra attendre après les fêtes, et de F1 avec Brad Pitt déjà annoncé au cinéma alors que le film ne sortira qu'en juin 2025. Tous les détails sur cette rentrée à suivre avec Thibaut Bisson du compte Apple TV+ FRA sur X. Il est à l'origine du site Comment ça marche, créé il y a 25 ans, devenu un énorme succès. Aujourd'hui, il propose une application de découverte du monde extraordinaire baptisée Around Us avec 14 millions de points d'intérêt répertoriés. Et pourtant, il y a un an, il ne connaissait rien à Swift, le langage de développement d'Apple. Jean-François Pillou est notre invité et il va nous raconter le rôle révolutionnaire qu'a joué et que joue l'IA dans Around Us. Le journal de la semaine avec Samsung qui fait son choix à Paris pour lancer sa 6e génération de smartphones pliants, une nouvelle Galaxy Watch très largement inspirée de l'Apple Watch Ultra et sa bague connectée, la Galaxy Ring, à 449 €. Enfin, pas de bonus exclusif cette semaine, mais toutes les archives sont accessibles pour nos soutiens. On a toujours besoin de vous sur patreon.com/iweek. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce 193e numéro d'iWeek, la semaine Apple. De la team iWeek, j'ai deux compagnons autour de moi, Ellie et Gilles. Salut les garçons. Bonjour, Salut. bonsoir à tous. Bon, Fabrice est excusé, François aussi, Baptiste est toujours débordé, donc je suis très heureux d'être avec vous deux. Ellie et Gilles, je rappelle Ellie que tu es donc le cofondateur de MCS, les Apple Premium Resellers à Nice, Cannes et Aix-en-Provence. Tu es aussi président des APR en France, monsieur le président. Et puis Gilles Dounès, ancien rédacteur en chef de MacPlus.net et co-auteur de l'excellent livre de référence sur l'iPod, iPod Backstage chez Duno. On a deux invités aujourd'hui dans iWeek, je suis très heureux qu'ils soient là. Alors, le premier, vous le connaissez, c'est un habitué. Salut Thibaut Bisson. Salut, ravi de revenir. Ah oui, comme à chaque fois, parce que à chaque fois que tu viens, c'est que tu as des infos, des news sur Apple TV+, sur les séries qui vont arriver, sur les nouvelles annonces, sur les tournages qui démarrent. Et il y a beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur la rentrée. Quelle rentrée en préparation? Ouais, ça va être chargé. Ouais. Bon, tu vas nous raconter tout ça tout à l'heure. Ce sera avant de découvrir l'autre invité de la semaine en détail. Et cet invité, c'est toi, Jean-François Pillou. Salut Jean-François. Salut, enchanté, bonjour à tous. Bon, c'est une première pour le coup pour moi. Ouais, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on se tourne autour, qu'on se connaît. On a travaillé dans la même maison au Figaro il y a quelques années. T'es vraiment une des légendes du numérique, j'ai envie de dire, en France. C'est gentil. Bah oui, quand même. Comment ça marche c'est toi en grande partie il y a 25 ans déjà. Ouais, exactement. Ouais. Créé en 99. Alors, évidemment, on va revenir un tout petit peu sur cette aventure pour ceux qui ont raté le début, mais c'est devenu une référence pour tout le monde. Et puis, on y retrouve notamment notre ami Fabrice Neumann, qui est l'un des contributeurs de Comment ça marche. Et puis aujourd'hui, alors tu as démarré une nouvelle aventure il y a environ un an. Ça a débouché sur une application étonnante qui s'appelle Around Us. Vraiment, pour avoir le petit avant-goût comme ça en apéritif, c'est une application de découverte avant de partir en voyage, que ce soit à côté de chez soi ou à l'autre bout du monde. Il y en a tellement des applis de tourisme et de voyage. Qu'est-ce qui fait la différence? En quoi est-ce que Around Us pour toi est unique au monde? Alors ouais, bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais finalement il y en a pas tant que ça, parce que j'ai cherché un petit peu. Il y a à peu près un an, je cherchais des choses à voir. J'étais à Carnac et je voulais montrer à mes enfants un menhir, un dolmen. Et finalement, en utilisant toutes les applis classiques, type Google Maps, etc., on a le plan, on a plein de trucs dessus, c'est super, sauf qu'il y a tellement de choses qu'on trouve rien. C'est-à-dire, si je cherche dolmen, je vais avoir l'auberge du dolmen, la crêperie, le dolmen. Mais il y a tellement d'infos qu'on trouve pas on trouve pas les choses qu'on cherche. Je me suis dit,
il manque une appli où il y a que les trucs cool à voir dedans. C'est-à-dire, j'enlève tout ce qui est inutile chaque jour quand on se balade, quand on est en vacances. Donc, par exemple, la pharmacie, le coiffeur, le vétérinaire, la caserne de pompiers, dans la vie de tous les jours, on n'en a pas besoin. Le jour où on a besoin, on la cherche, on la trouve. Mais sinon, on n'en a pas besoin. Donc, j'ai enlevé tout ça. Et du coup, il reste que les trucs sympas à voir. Donc, je sais pas, les monuments, les cascades, les statues, les monuments un petit peu emblématiques de chaque pays. Et donc, ça, c'est la première chose. J'ai enlevé tout ce qui était inutile. Et la deuxième chose, c'est que je mets en gros ce qui est populaire. Populaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça intéresse beaucoup de monde. Donc, si on prend la carte de Paris, par exemple, et qu'on dézoome, ça va afficher en très gros la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, Notre-Dame, etc. Et si on zoome sur la Tour Eiffel, on va voir toutes les choses qui sont autour. Et donc, immédiatement, je ne sais pas, si on est en voiture et qu'on est prêt à faire 30 km, on dézoome et ça va nous dire les 10 à 30 choses qu'il y a à faire dans les 30 km, en fait. Bon, on va revenir évidemment sur Around Us, sur le fonctionnement, l'idée, sur les sources aussi. Comment est-ce que tu as réussi à créer le contenu de cette application et puis aussi cette aventure nouvelle pour toi. Qu'est-ce qui t'a pris de te lancer là-dedans? Est-ce que tu avais vraiment besoin de créer une application? C'est sûr qu'il y a de la passion en tout cas dans ce projet. Donc on y revient tout à l'heure avec toi, Jean-François. Et on va commencer tout de suite avec toi, Thibaut, et la rentrée d'Apple TV+. Et on commence tout de suite avec toi, Thibaut, pour essayer de d'esquisser ce que va être la rentrée d'Apple TV+. On a tous été surpris, je crois, par le nombre, j'ai envie de dire l'avalanche, c'est pas de saison, mais l'avalanche d'annonces ces derniers jours autour d'Apple TV+. Entre les nouvelles séries, les nouvelles saisons, les tournages qui commencent et le cinéma, c'est dingue. Et on se dirige vers une rentrée comme on en a presque et peut-être jamais vu, non? Alors, ce qui est bien avec Apple cette année, c'est qu'au lieu de nous faire une salve d'annonces très très forte, ils nous font des annonces un petit peu au compte-gouttes, mais toutes les semaines. Donc c'est assez sympa. Ah. C'est quel jour on aura quoi. Donc récemment, on a eu, hier, on a eu Severance saison 2. Bon, armez-vous de patience par contre, c'est pas pour la rentrée. C'est pour le 17 janvier 2025. Oui, alors ça c'est un peu loin. une surprise, la date de démarrage. Mais c'était annoncé hier. Donc... mais ça a créé une forme de surprise, voire de déception que ce soit aussi tard. Ah oui. Beaucoup de retours. Pourquoi autant de temps entre deux saisons? Alors le pourquoi du comment, il est simple. Il y a eu une double grève l'année dernière. Donc la grève hollywoodienne, Severance a tout pris dans la tête, clairement. Ok. Mais s'ils ont pris leur temps, j'espère que la saison sera à la hauteur de la première. Enfin, pour la seconde. Donc ça veut dire que c'est l'un des horizons les plus lointains du coup, Severance saison 2. Hein? Oui, franchement, c'est la sortie la plus lointaine qu'Apple a à ce jour. Sur son service. C'est-à-dire voilà. Parce que a été annoncé aussi le film F1 avec Brad Pitt au cinéma, qui lui sort en collaboration avec Warner Bros, c'est une première, pour juin 2025. Là, il y a 1 an de promo, carrément. On n'a jamais vu un truc pareil chez Apple. C'est dans 1 an. Ouais, c'est dans 1 an. Et date américaine, c'est le 27 juin, si je dis pas de bêtises. Donc française, potentiellement, c'est 2 jours avant, puisque nous, ça sort le mercredi et pas le vendredi. Donc, avec un peu de chance pour la fête du cinéma. Encore plus tard. Vos tickets d'entrée. Encore plus tard que Gladiator 2. qui lui arrive en novembre, hein, je crois, si je me trompe pas. Ouais. Il y a beaucoup de sorties pour les prochaines années. Sinon, plus proche pour la rentrée, on va avoir toujours au cinéma. Je finis rapidement le cinéma. On aura le film Wolf avec Brad Pitt et George Clooney qui sort en septembre. Oui. Encore Brad Pitt, ok. On a vu d'ailleurs quelques rapides images pendant la keynote de la WDC le mois dernier d'ailleurs. Oh, j'étais ravi qu'ils mettent enfin des images d'Apple TV+ pendant un Apple Event. C'est vrai. C'est vrai. C'est très rare et... Ça avait démarré d'ailleurs par ça, hein? Oui, rapidement, mais il faut en faire la promotion. Enfin, je veux dire, les Apple Events sont regardés par des millions de personnes dans le monde. Bah oui. Ils ont enfin compris qu'il fallait en parler. C'est bien. C'est ça. C'est bien. Il aura fallu 4 ans. Donc F1. Margaret va faire les gros yeux.
Voilà, Margaret à la Commission européenne. Wolf, donc Brad Pitt plus George Clooney. Ouais. Ça, c'est pour quand? Le 20 septembre dans le monde entier et le 18 en France, Belgique, Suisse. Parce que ça sort 2 jours avant. Ouais, on est toujours privilégiés. Ça, c'est bien. Hein. Oui, ça c'est bien. Ça Ouais. dépend des films. Par exemple, Moi Moche et Méchant 4 vient de sortir, si je dis pas de bêtises. Aux États-Unis, il est sorti il y a quelques semaines. Donc ça Ok. dépend des Ah ouais. studios et des décisions des studios. Ok. Sinon, actuellement en salle, vous pouvez aller voir To the Moon avec Scarlett Johansson et qui est sur la mission Apollo 13. Enfin, c'est une comédie romantique. C'est un petit peu décalé. J'ai pas encore vu, j'espère aller le voir bientôt. Ça, c'était Donc, pour le cinéma. ça, c'est l'actu ciné. Alors déjà, Ouais. bon, pas mal avec quand même deux gros films avec des dates de sortie. Donc les séries alors. D'abord, on commence par quoi? Les saisons, les nouvelles saisons ou les nouvelles séries? On commence par cet été déjà. Allez, d'accord. Donc là, on va avoir Lady in the Lake qui arrive en juillet, qui est avec Nathalie Portman, qui est tirée d'un roman. On va avoir une nouvelle série en espagnol, Las Azules, en fin de mois également. On a beaucoup de séries qui arrivent au fur et à mesure, qui est au compte-gouttes, mais ça permet à Apple d'étaler les sorties. Et à Tim Cook l'avait promis, nous avons au moins une sortie d'un nouveau programme, nouvelle saison ou nouveau film chaque semaine. Ce qui est nouveau chez Apple cette année, hein, clairement. On n'avait pas eu ça avant. On a aussi des nouvelles saisons. Donc on a Pachinko saison 2 qui est très attendue, qui arrive le 23 août. Sources saison 4, si je dis pas de bêtises, à la rentrée, en septembre, le 4. On va également avoir Silo en saison 2, alors qui se profile parce qu'ils n'ont pas annoncé de date de sortie. Ils ont dit ça arrive, mais si ça arrive comme pour Severance l'année prochaine, on va tirer un peu la tête. Voilà, on a The Mais Morning Show Silo, qui a... ce serait plutôt 2025? Alors, On sait pas. Ok. Ils ont, en fait, les premières images, si vous voulez les voir de la saison 2, pareil, c'était pendant la WWDC. Vraiment, on a vu eu un ou deux plans. 5 images. Hein, ouais, voilà. Après, Silo, je l'ai vu, je l'ai adoré, je vous le recommande et j'ai très très hâte de voir la saison 2. Je sais pas quand ils vont la positionner. Peut-être pas en même temps que Severance pour diffuser les grosses sorties. À moins qu'ils veulent se faire un très très gros début 2025. À voir. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Ça aiderait les parts de marché. Sinon, récemment, on a aussi appris que The Morning Show saison 4 débutait son tournage. C'est bien. Oui, c'était cette semaine. Hein. C'était il y a 48 heures. Hein. On a vu une photo de Reese Witherspoon, Jennifer Aniston. Oui. C'est surtout Jennifer Aniston qui a posté la vidéo la photo sur Instagram. Et Apple l'a repartagée et ben voilà, l'annonce était faite. Voilà. C'est pas commun. C'est parti, c'est vrai. D'ailleurs, gros casting pour la nouvelle saison, ils ont casté du joli monde. On avait un bon suspense, donc cette fois, ça devrait traiter, si je ne me trompe pas, de la fraude ou ce genre de choses. Et puis la potentielle fusion. Motus, pas de spoiler. Voilà. Mais belle saison en vue encore. Et par contre, elle arrive pas tout de suite parce qu'ils avaient annoncé que ça n'arriverait pas avant les élections présidentielles américaines, c'est-à-dire novembre. Donc, patience et vous la verrez à mon avis en 2025, celle-ci. Voilà pour les grosses annonces. On va faire un petit tour, si ça vous dérange pas, chez les annonces françaises. Ah oui? Parce qu'il y a aussi des séries françaises qui viennent d'être annoncées. Ça m'a surpris parce qu'il y a en mai, je crois, mai-juin, Apple, en une semaine, a annoncé 2 programmes français, 2 jours de suite. Et voilà, tant mieux. En plus, ça a l'air d'être de bonnes séries, donc moi, ça m'a va. Alors, mais tu parles pas des Gouttes de Dieu saison 2? Alors non, les Gouttes de Dieu saison 2, c'est pas pour tout de suite. Et c'est franco-américano-japonais, si je ne dis pas de bêtises. Toujours coproduit par Hulu Japan, je crois, mais peut-être plus France TV. D'accord. Donc, je sais pas si France TV gardera la diffusion comme pour la saison 1, parce qu'ils l'ont récemment diffusé sur France TV en intégralité, si vous vouliez la voir sans avoir Apple TV+.
Donc on Alors, va c'est quoi voir, oui, du coup. Attends, tu nous dis il y a deux séries qui ont été annoncées. Tu peux nous rappeler ce que c'était? Oui, tout à fait. Donc on a La Maison, qui est une série sur la haute couture qui sort le 20 septembre, qui est français et qui se verra s'affronter, si je dis pas de bêtises, enfin on n'a que le synopsis pour le moment, on n'a pas de bande-annonce ni rien, mais deux grandes maisons de couture qui s'affrontent en gros à la première place du luxe en France et dans le monde entier. Mais c'est une fiction, c'est pas une Oui, c'est série une fiction cette fois. historique. Ouais. C'est pas comme la série, j'ai plus le nom exact, Dior, Oui. non c'était pas Dior, Non, Euh, The Good Look ou The New Look, The c'est New ça, Look, c'est ça. voilà, qui était plus inspiré de réel. Là c'est une fiction, clairement. Ok. L'autre? Et alors la deuxième, c'est un tout autre genre, et j'avoue, je ne m'y attendais pas du tout en série française. Ça s'appellera À l'ombre des forêts. C'est un thriller en 6 épisodes avec Benoît Magimel et Mélanie Laurent au casting. Mhm. Et alors, si vous voulez, je peux vous lire le synopsis. Moi, il m'a un peu surpris. Allez. En fait, pendant une partie de chasse dans un week-end entre amis, euh, un groupe d'amis, du coup, va rencontrer un autre groupe de chasseurs. Et que les autres chasseurs vont commencer à les cibler sans explication. Et quand l'un des amis du coup du personnage principal qui s'appelle Franck, qui est joué par Benoît Magimel, va être touché, ils vont commencer à riposter. Ils réussissent à s'échapper, mais les 4 amis gardent l'événement secret entre eux et ils essaient de revenir à une vie normale, on va dire traditionnelle, comme si rien ne s'était passé. Sauf que quelques jours plus tard, ils vont avoir l'impression que ils sont suivis en fait par les chasseurs qui cherchent à se venger. Donc vraiment en série française, ça m'a surpris comme pitch, Ah, étonnant. mais je me Hein. dis que ça peut être très très bien. Ouais. Ça peut vraiment être stressant et j'avoue qu'une semaine entre 2 épisodes, si c'est bien fait, ça va être plus long 7 jours. Donc voilà pour les petites séries françaises. Ouais. Y a eu d'autres annonces depuis ou pas? Parce que je sais que j'ai vu une bande-annonce là il y a quelques heures et j'arrive plus du tout à me souvenir ce que c'était. Donc, ça va pas me revenir. Donc, est-ce qu'on a fait le tour de toutes les annonces là, Apple TV+? Oh, il y en a un paquet. Sinon, il y a aussi la série documentaire Omnivore, qui est avec le chef René Redzepi, si je le prononce bien, qui est sur la cuisine au travers du monde, qui sort le 19 juillet. Il y a eu du coup le premier teaser de Severance récemment. Le film de F1 avec Brad Pitt, pareil, il y a eu son premier teaser. La série Bandit Bandit aussi. Ah voilà, c'est qui ça. arrive. C'est ça. Ah. Bandit. C'est une série plus famille, tout public. Elle arrive le 24 juillet. Elle est tirée d'un livre, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a eu un film aussi il y a des années. Hein, Ah, ou alors elle est tirée du film, je sais plus. Mais elle est tirée de quelque chose. C'était pas un film des Monty Python d'ailleurs, j'ai un doute. Si, hein. Si. Hein. Donc, ouais. Elle doit être tirée du film, mais pas d'un livre. C'est des enfants qui voyagent dans le passé en entrant dans le placard de la chambre, Oui, ça fait quelque chose comme ça. Hein, c'est ça, je crois. Alors par contre, elle a une diffusion un petit peu particulière qu'on voit jamais chez Apple. C'est-à-dire que c'est 2 épisodes par semaine, pendant 5 semaines. Okay. D'habitude, c'est 2 ou 3 au début et après c'est 1. Là, c'est 2. Ok. Pourquoi pas? C'est un nouveau mode, ils doivent essayer. Pareil, Omnivore, qui est une docu-série. En général, les docu-séries, ils font ça pour presque toutes. C'est tout d'un coup. En fonction des genres, ils varient les modes de diffusion. Voilà, c'était Bandit, effectivement. Time Bandits en anglais. C'est à ça que je pensais. La bande-annonce est assez réussie, je trouve. En tout cas, elle donne envie. Il y a For All Mankind aussi. Slow Seas, pardon. Ah oui, d'accord. Oui, Slow Seas saison 4. N'a rien à voir, hein. Vraiment rien à voir. Non, le même genre. Les deux que je vois. Là, tu confonds 2 séries très très différentes, Gilles. Ouais. Slow Seas qui d'ailleurs enchaîne Qualité. ses tournages. Hein. Ouais. C'est une grosse production. Bon, Thibaut, donc on le voit, il y a quand même une grosse activité. Il y a aussi le rattrapage, je pense, après les 2 grèves des acteurs et des scénaristes. Du coup, il va y avoir un peu embouteillage, mais c'est tant mieux parce que le printemps a été assez light, on va dire. On l'a vu avec toi hein, depuis le début de l'année. Il y a eu des moments quand même de grand calme. Oui.
Je pense notamment au mois de c'était un peu février, je bizarre. crois. Enfin, oui, il me semble que c'était quand même très très calme. Oh non, le pire c'était janvier. C'était janvier, ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est ouais, vrai. janvier c'était terrible. Et pourtant, les chiffres d'Apple TV+, bah, sont pas mauvais du tout. Ils sont même bons, Ouais. ils sont même bien bons. C'est Euh, l'effet canal. C'est que c'est Alors, voilà, en partie. C'est On quoi commence par déjà, lesquels déjà c'est quoi la tendance? C'est quels sont les derniers chiffres d'audience et de part de marché? on commence par la France ou les États-Unis? Allez, Bah, la France. La France. La France. Alors, en France, Apple TV Plus gagne un petit nouveau point, on va dire. Donc, il passe à 6% de part de marché, coude à coude avec OCS, ce qui est un beau rattrapage, clairement. Hein. Pas mal. Par rapport à 2023, à exactement la même période, donc pour le deuxième trimestre, Apple TV Plus fait plus 50% de part de marché. Il passe de 4 à 6. Donc, clairement, c'est une belle croissance. Quand OCS, OCS il est en fusion, donc c'est un peu Ouais. différent. Mais les gros sont à combien en c- France? Les Netflix, les Alors, Disney+, euh, etc. Netflix est à 28%, Prime à 26%. C'est un peu la guerre toujours entre les deux, hein, clairement. Disney Plus est à 18%. D'ailleurs, attention, si vous êtes abonné Disney Plus avec Canal, vous allez Ouais. soit récupérer l'abus, soit vous l'avez déjà, et en fin d'année, soit vous l'aurez plus, soit je sais pas. C'est un peu compliqué, j'ai pas tout compris chez Disney Ah ouais. Plus. Et puis il y a l'arrivée de Max maintenant. Alors voilà, il y a Max, il y a Canal Plus qui a 11%, mais Canal commence à fusionner OCS, donc je pense qu'OCS va disparaître des différents chiffres de part de marché et va céder sa place à Max, qui est un gros challenger, hein, clairement. En Ouais. plus, arrivé en France pendant les JO avec House of the Dragon et la diffusion en partie de certains Jeux Olympiques, bien, clairement Ouais. bien. Bon lancement. Ils Ouais, ont ouais. un peu fait Par exprès. contre, oui, mais ça vaut le coup, franchement. Fan de Game of Thrones et d'House of the Dragon, ça vaut le détour. Ouais, mais j'ai regardé aussi le catalogue de ce qu'ils proposent à l'annonce et il y a plein de séries qu'on connaissait, etc. Mais enfin, c'est assez riche, hein. Il y a de quoi Ah oui, regarder. oui. Et d'ailleurs, Netflix, alors je sais pas comment ça se passe, mais ils vont peut-être perdre quelques abonnés puisqu'ils ont perdu Friends. Et Eh ça, oui, tu nous l'avais mine de dit rien, il y a ça, des gens ouais. qui ne s'abonnent que pour Friends. Ouais, Donc, effectivement. les fans inconditionnels. Pareil, si vous aimez Pretty Little Liars ou comment ça s'appelle, Gossip Girl, ce genre de choses, le groupe Warner a récupéré ses classiques. Hein. J'ai appris d'ailleurs qu'ils avaient fait une suite, en regardant Max, de Gossip Girl avec 2 saisons, mais avec pas du tout les Oui. mêmes acteurs. Bon, Non, c'est une suite, justement. Pareil pour Sex and the City, qui a And Just Like That. ah ben ça si je j'ai le prononce vu, bien. j'ai adoré, mais j'ai adoré. Je le regardais directement en épisode américain quand c'est sorti. J'ai adoré. Bon, Thibaut, voilà. si je comprends bien les chiffres, bon, Apple TV+, gagne du terrain Peu à peu. Doucement, mais sûrement. à son rythme, mais est encore très très loin des, Ah oui. des gros. Genre, Oui, ils alors, font même pas pour un m- quart de l'audience de Prime ou de Netflix. ah bah non, mais après, c'est pas les mêmes échelles de catalogue. Sur Apple TV+, vous avez 200-250 programmes. C'est vrai. Sur Netflix, des milliers, à vrai dire. Ça se compte plus, en fait. Donc, non, Apple produit pas à l'appel comme Netflix. Apple, vous avez des nouveaux programmes toutes les semaines. C'est une nouveauté de cette année. Netflix, vous avez 15 nouveaux programmes par jour. Enfin, c'est pas les mêmes échelles, ça produit pas de la même façon. Il n'y a pas de fond de catalogue aussi sur Apple TV+. Oui. Donc, mais moi, ce qui me surprend surtout, c'est que Apple parvient quand même à s'imposer coude à coude avec OCS, qui est un acteur francophone, français, pardon. Et en plus se place devant Paramount+, qui n'est pas dans le top 6. Enfin, on le voit pas apparaître sur le graphique. Alors C'est que vrai. Paramount, c'est une major. Ouais, et Paramount Je- Plus, c'est combien du coup de part de Ben, marché? il est dans la catégorie autre, on sait pas. Ok. Il est trop petit. Moi, ça me paraît invraisemblable. Enfin, apparemment, il y a des licences très très fortes. Enfin, je veux dire, c'est les Transformers, c'est les Sonic, c'est Il une n'y a pas de major, série. quoi. Il Il n'y a pas assez de séries. Ouais. C'est Ah, bah, du fond de catalogue Ouais. de cinéma et du coup le modèle de la chaîne cinéma il a 30 ans. C'est plus le modèle de
du cliffhanger permanent avec des sorties, même si c'est pas bon. Et on parlait d'Apple TV+, qui fait le quart de Netflix, c'est pas la même qualité non plus, et c'est bien comme ça que Tim Cook l'avait positionné, c'est-à-dire on fera de la qualité, des trucs dont on sera fier, même si on sort pas 36, 36 nouveautés par semaine. Ouais. On parle des US, Thibaut? On fait un rapide petit tour. Ouais. Alors, pour les États-Unis, Apple monte aussi d'un point de pourcentage sur le trimestre. Ouais. Donc, ils arrivent à 9%, c'est quand même plus conséquent qu'en France. Hein. Ok, ouais. Comme en France d'ailleurs, ils font une croissance de 50% d'un an sur l'autre en passant de 6 à 9. Ce qui est bien. Et là, par contre, ils doublent Paramount+, qui aux États-Unis est un vrai concurrent. Bon, ils sont tous les deux à 9%, mais Just Watch m'a clairement signalé que Apple était passé devant Paramount au niveau des chiffres, même si ça se voit pas, enfin c'est des virgules quoi. Et aux États-Unis, c'est clairement la guéguerre sur les géants du marché, parce que Prime Video, qui était en tête toute l'année dernière, retourne à égalité avec Netflix à 22%. Donc voilà. Et là-bas, il y a Max, donc qui est déjà bien implanté, hein, Bien sûr. qui est très connu là-bas, qui est à Ouais. 14%, qui est le troisième, suivi par Disney et Hulu. Hulu qui fait partie du groupe Disney d'ailleurs, pour ceux qui sont pas au courant, qui sont respectivement à 11 et 10%. Et Disney Plus d'ailleurs vient d'englober le catalogue Hulu aux États-Unis. Donc je sais pas exactement si ils vont vraiment rester tous les deux. Enfin, je suis pas sûr de la pertinence. Donc Mais voilà, tu mais vois- croissance également ouais. aux US. 9 par rapport à 22, c'est pas la même que 6 par rapport à 28. Hein. Ah, on est d'accord, hein. Et 9 par On est- rapport on à est bien 22, d'accord. c'est pas rien. C'est... Alors, aux États-Unis, il faut aussi noter quelque chose, c'est que déjà, il y a la Ligue de baseball, 2 matchs toutes les semaines. En France, c'est pas disponible. C'est dans 60 pays d'ailleurs, nos amis suisses les ont, les matchs de baseball, pas nous. On paye le même prix, dommage. Et aussi, ils ont... connaissent les enfin, règles du jeu, alors que nous, on ne connaît toujours pas. peut-être, à mon avis, c'est surtout une histoire de droit. Euh, Et aussi, ça joue, peut-être pas beaucoup, mais ça joue quand même, surtout aux États-Unis. Mais il n'y a pas de chronologie des médias. 30 ou 45 jours après, vous avez les films Apple qui sortent sur Apple TV+. Bien sûr. Alors, je dis 30 ou 45 parce que c'était 45 pour Killer of the Flower Moon et Napoléon. Et Argyle, qui a fait un bien meilleur score, est sorti 30 jours après. Donc, ils adaptent en fonction de la popularité au cinéma. On verra combien de temps durera Fly Me to the Moon / To the Moon en français. Mais non, il y a ça aussi qui joue, clairement, parce que là-bas, ils en font tout un événement. Il y a le dernier film de Scorsese qui arrive sur Apple TV+. Vous l'avez vu sur grand écran, redécouvrez-le sur la plateforme, en fait. D'ailleurs, les gens qui attendent la version longue de Napoléon, bonne patience. Je suis Pourquoi désolé, on n'a pas de nouvelles. La version longue de Ridley Scott, Napoléon, qui était censée durer 3 ou 4 heures, je sais plus, c'est une durée démentielle. Silence radio, même plus de rumeurs. Ça y est, je pense qu'on la verra pas. Gilles et Ellie, juste votre sentiment sur l'évolution d'Apple TV+. Ou est-ce que vous pensez qu'on sera la plateforme d'Apple dans 1 an, dans 2 ans? Est-ce qu'elle est à son niveau optimal? Est-ce qu'il y a encore une grosse marge de progression? Et est-ce que la stratégie est la bonne pour vous, Ellie? Ouais, moi je pense que ça va continuer à évoluer doucement mais sûrement. Il y a des nouveaux pays qui arrivent. Moi j'étais surpris de voir arriver des séries espagnoles et puis là il y en a une nouvelle que nous a annoncé Thibaut. Et c'est rigolo. Et la plupart des séries que j'ai regardées sur Apple TV+, je les ai trouvées très bien réalisées, très intéressantes. Donc c'est vraiment, ils font un choix, mais quand ils sortent quelque chose, c'est généralement C'est bien. regardable, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Ils ont toujours peu bien. d'annulations. Hein. C'est toujours bien. Hein. Ouais. Donc, Objectivement. franchement, moi, j'y crois. Alors, ils font de la croissance à leur rythme, hein, donc, et ce n'est pas leur seule activité. Mais en tout cas, ils mettent beaucoup d'argent
ils ont des grosses vedettes et ils commencent à sortir de plus en plus de films maintenant et de séries. Au début, on avait quelques acteurs connus, mais il commence à y en avoir de plus en plus qui travaillent régulièrement avec Apple, qui au début sont venus faire une petite apparition en disant c'est qui ceux-là, et puis finalement ils reviennent volontiers faire une, deux, trois, regarde Brad Pitt, maintenant il y a Clooney, etc. Donc bon, je pense que ça va bien pour eux, et puis ils ont ouvert des studios et des bureaux à Los Angeles qu'ils n'avaient pas. Bon, il a fallu le temps qu'ils s'installent et qu'ils aient un peu du personnel et qui tissent des liens avec la communauté de Los Angeles qui est particulièrement hermétique aux étrangers. Mais c'est une histoire de temps. Apple a les moyens et s'ils ont la volonté, qui veut la fin, mais les moyens. Donc voilà. Ouais. Gilles, Et ils ton ont créé sentiment Apple Studio. Hein. Ouais. Oui. Ouais. Gilles, ton sentiment sur l'évolution d'Apple TV+. Oui, ce que je me pensais en entendant Thibaut parler des chiffres américains, je pense qu'ils sont les chiffres français seront les Américains. Je pense qu'il y a 1 an de décalage dans la rampe de progression, dans la mesure où il n'y a pas encore les relais, les choses extrêmement attractives du côté du sport. On attend le foot. Oui. Il n'y a pas des... ça peut changer beaucoup de choses d'ailleurs, si le foot arrive. Hein. Oui. Et puis, alors, Ellie parlait d'une communauté hermétique à Los Angeles, à Hollywood. Mais, pardon. Mais il y a un long compagnonnage qui dure depuis 20 ans entre Apple et l'industrie du cinéma, avec QuickTime et tout d'abord les bandes annonces, en ligne, et puis le Final Cut Pro, même si les liens se sont peut-être un peu distendus, mais quand Apple entre sur un marché, ils sont toujours extrêmement respectueux des acteurs historiques de ce marché. C'est pour ça qu'il y a proportionnellement énormément de films qui sont faits par Apple qui sortent également en salle, ce qui n'est pas forcément le cas chez Netflix, ou alors vraiment de façon anecdotique pour dire, vous voyez, on fait un peu des efforts. C'est la même chose pour la musique, où les artistes sont davantage payés que chez Spotify, par exemple, et à peu près l'ensemble des acteurs de la musique en ligne, au robinet, en streaming. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc, je pense qu'ils prennent leur temps et ils vont continuer à monter en puissance, même si ils seront jamais à rivaliser avec Netflix, parce qu'ils produisent une espèce de fourmillement, quitte à ne plus gagner autant d'argent, parce qu'ils sont coincés entre l'argent qu'ils sont obligés de mettre dans tout un tas de productions locales, parce que c'est de plus en plus la demande des autorités de régulation. Produisez, si vous voulez faire de l'argent chez nous, produisez également des séries natives dans notre langue et avec des acteurs locaux, et avec le nombre, il n'y a pas forcément la qualité. Or, c'est vraiment la cible que vise Apple, c'est la qualité et la fidélisation, s'appuyant sur la base installée. Ouais. Merci beaucoup Thibaut pour ce point très fourni sur les annonces d'Apple TV+, de ces derniers jours, et puis aussi sur la perspective de la rentrée et jusqu'à l'été 2025, hein, si on inclut F1 du coup. Hein, oui, mais non, F1 c'est juin. Ouais, juin 2025, c'est dans un an. Hein. Ouais. C'est ça. Mais attends, là, il y a la sortie d'un énorme blockbuster français en juin 2025. Dissolution 2, le retour des mêmes qu'avant. Oui, ce sera pas du cinéma, Ellie. Ah si. Désolé. Bon, plus sérieusement, si vous appréciez notre travail, vous pouvez nous soutenir.
Et on a besoin que vous rejoigniez la communauté iWeek sur Patreon pour nous aider à développer cette aventure qui est iWeek. Patreon.com/iWeek, c'est la page qui vous attend. Un grand merci renouvelé à toutes celles et tous ceux qui font déjà partie de cette communauté. On a besoin que vous soyez encore plus nombreux pour pouvoir vous proposer encore plus de contenu et votre aide, elle nous permet de payer les frais d'hébergement du podcast et puis les licences logicielles, tout ce dont on a besoin pour que iWeek sorte toutes les semaines. Il est avec nous dans ce 193e numéro d'iWeek, c'est Jean-François Pillou, donc cofondateur de Comment ça marche il y a un quart de siècle, on va le dire. C'est ça. C'est encore plus impressionnant comme ça. Tu es donc entrepreneur, ça a été un énorme succès, c'est un énorme succès. Tu travailles d'ailleurs toujours au sein du groupe qui a racheté Comment ça marche, un groupe Figaro. Je continue de les accompagner, oui. Ouais. Et en parallèle, donc tu t'es un homme de passion, tu es un homme de curiosité. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je vais créer une appli? Est-ce que c'était au départ pour un besoin, une envie presque personnelle, qui est devenu quelque chose que tu as voulu proposer à tout le monde et dont tu as voulu faire profiter le plus grand nombre? Non, mais c'est ça. En fait, moi, dans mon ADN, ce que j'aime, c'est créer des choses. Pour la petite histoire, quand j'ai créé Comment ça marche, à l'époque, je jouais à fond aux jeux vidéo. Un jour, je termine un jeu vidéo, ça marque Game Over. Tu as passé 800 heures sur le jeu et je me suis dit, waouh, c'est énorme, 800 heures. Et c'est là où je me suis dit, il faudrait que je crée un truc, mais en vrai. Et donc, je me suis dit, je vais faire un site web je vais avoir des visiteurs en vrai sur le site et ça va devenir mon jeu vidéo. Et c'est comme ça que j'ai créé Comment ça marche. Ensuite, j'ai racheté Benchmark Group et du jour au lendemain, on est passé de 15 à 150 personnes. Et quand j'ai revendu la boîte en 2015 au Figaro, c'était 250 personnes. Donc, je suis passé de tout seul en quelques années à 250 personnes. Mais finalement, moi, ce que j'aime, c'est créer des choses. Tu vois, créer des produits. Avant, c'était créer un site. Et là, je me suis dit, créer une app, je ne l'ai pas fait, j'ai envie de le faire. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'avais ce manque. Quand je vais me balader, j'ai pas d'application qui me montre juste les trucs à faire et à voir. Et donc, je me suis fixé un challenge. Je vais créer cette application. Et donc, je m'y suis mis un petit peu tout seul, repartir de zéro, comme dans les conditions de Comment ça marche à l'époque, aidé par l'IA générative, parce que je ne savais pas développer une application. Donc, en un an, j'ai développé l'application. Voilà, en un an, l'application iPhone, l'application Android. J'ai fait l'application Around Us sur Apple TV. Elle existe sur Apple TV. Il y a la version Mac. Et donc, à chaque fois, j'itère avec l'IA générative pour créer les nouvelles versions de l'appli. Alors, la version Apple TV, elle va intéresser Ellie, qui est un fan absolu de l'Apple TV. Il faut absolument que tu l'installes, Ellie, si tu ne l'as pas déjà fait. Jean-François, donc, si je comprends bien, tu n'es pas développeur. Enfin, si, parce que quand j'ai créé Comment ça marche, je l'ai développé moi-même. Même quand je dirigeais la société et qu'on était 250, j'étais le chef, le patron de l'entreprise, j'étais CEO de l'entreprise, mais j'étais aussi développeur avec les développeurs. Donc, c'est sûr que des gars comme moi, il n'y en a pas 50 000, mais ce que j'aime, c'est créer. Donc, je suis chef d'entreprise, mais je suis aussi développeur. J'aime bien faire les choses. Tu mets la main dans le code. Exactement. Ouais. Alors, on parlait de code HTML, etc. à l'époque, mais c'est pas la même chose de faire du Swift aujourd'hui. Non, c'est pas la même chose, mais je m'y suis mis et puis finalement, alors au début, j'avoue, j'ai pris ChatGPT, je faisais mes prompts et il me donnait le code, je comprenais rien à ce que je faisais. Mais finalement, assez vite, je comprends rien, mais j'ai les messages d'erreur de Xcode qui me dit tiens, là il y a une erreur à telle ligne. Donc je dis Xcode, c'est le logiciel qui permet de développer les applications. Hein. Ouais. Exactement. Et sauf qu'il me dit il y a une erreur. Donc moi je reviens vers ChatGPT, je lui dis t'es gentil mais il y a une erreur. Donc il me dit ah oui pardon, je vais la corriger. Et en fait en faisant le ping-pong, assez rapidement j'arrive à un truc qui marche. Et la deuxième fois que j'ai l'erreur, je connais la réponse, donc j'ai pas besoin de demander à ChatGPT. Et en itérant comme ça, super vite, on peut apprendre n'importe quel langage de programmation. Donc, j'ai fait l'application iPhone en Swift, donc c'est le langage qui est utilisé sur l'iPhone, sur iOS, et Android, je l'ai fait en Kotlin. Donc, en fait, j'ai deux applications différentes que je gère chacune de son côté. Waouh. Et est-ce que ça te fait dire aujourd'hui que n'importe qui
peut créer une application avec l'aide de l'IA sans vraiment s'y connaître, juste avec un petit peu, sans doute, de sens de la débrouille, quoi. C'est ça. En fait, le tout, c'est de pas avoir peur et de se lancer. Pour tout dire, donc j'ai mon fils qui est en seconde, et en seconde, cette année, tous les élèves doivent faire un stage. On n'avait pas de stage pour lui, donc je l'ai pris moi en stage. Mais sauf que je suis tout seul, donc j'ai pas le temps vraiment de m'en occuper. Donc en fait, j'ai pris ChatGPT, je lui ai demandé de me faire un programme de stage, et donc l'objectif, c'était en 15 jours qu'il devienne développeur. Donc premier jour, il a fait du Go, c'est un langage de programmation. Deuxième jour, il a fait la version web. Alors, je lui ai demandé de faire un quiz en ligne. Donc, il a créé le quiz en ligne. Après, il a fait du HTML et il le faisait avec ChatGPT. S'il ne comprend pas, il demande à ChatGPT de lui expliquer. Et en 15 jours, alors, il a fini plus vite que prévu. Il a fait la version full web du quiz. Et il restait 2 jours à la fin. Et sur les 2 derniers jours, je lui ai fait développer une application. Wow. Donc, n'importe qui le souhaite peut apprendre à coder, mais peut apprendre n'importe quoi. Si tu veux apprendre les langues, tu peux apprendre les langues. En fait, tu as un tuteur qui connaît tout sur tout. Donc, il suffit de faire des allers-retours avec lui. Et pour le code, ce qui est assez facile, c'est que si ça marche pas, quand tu copies-colles le code, l'outil que tu utilises va te dire ça marche pas. Donc, tu as le retour rapidement, tu vois. Donc, tu peux faire à peu près tout avec ChatGPT. Alors, l'histoire avec... Je dis ChatGPT, mais n'importe quel outil d'IA fonctionne en réalité. Ouais, je vais te passer la parole, Gilles, mais juste pour ceux que ça intéresse, moi j'ai vu, tu as détaillé les 15 jours, jour par jour. Je crois que tu as fait un thread sur Twitter, enfin sur X, dans lequel jour après jour, tu expliques le détail, et c'était fascinant. Rien que ça, c'était fascinant déjà. Gilles, tu as une question pour Jean-François Pillou. Oui, quel était le retour de l'Éducation nationale sur ce stage un peu particulier? Est-ce que tu as explicité le déroulement? Alors, on n'y est pas encore, parce que pour l'instant, le stage est fini, donc l'année scolaire est terminée. Je crois que c'est l'année prochaine qu'il va devoir présenter un exposé. Mais je lui ai bien dit, chaque jour, je lui ai donné un petit cahier, et chaque jour, tu notes ce que tu apprends, les problèmes que tu as eus, etc. Et en fait, il écrivait, alors pour le coup, avec un vrai stylo et après avec du papier, pour se souvenir des étapes par lesquelles il est passé, des problèmes qu'il a rencontrés, etc. Et en fait, en entreprise, c'est ça. On vous donne un objectif et le but, c'est de l'atteindre. À la limite, le chemin pour y arriver, peu importe le chemin, le tout, c'est d'y arriver. Et l'errance, le fait de ne pas arriver à faire quelque chose, fait partie de la vie d'entreprise. Donc, je voulais qu'ils connaissent ça et qu'ils y arrivent. Donc, j'ai pas encore le retour de l'Éducation nationale, mais alors, quand j'ai créé Comment ça marche, en réalité, c'était un passe-temps. Mes 6 premières années, je les ai faites au ministère de l'Éducation nationale. Quand j'ai créé Comment ça marche, j'ai envoyé un jour un mail à ma newsletter pour dire je cherche du boulot. J'avais 80 000 abonnés et j'ai le ministère de l'Éducation nationale qui m'avait contacté pour développer l'usage d'Internet des écoles ou lycées. Donc, le ministère de l'Éducation nationale, je connais bien parce que j'y ai travaillé pendant 6 ans rue de Grenelle. Excellent. Bon, alors, revenons donc à Around Us, donc cette application qui est disponible, tu l'as dit, hein, sur iPhone, sur Apple TV, sur toutes les plateformes, Mac, voilà. Sur iPad aussi. Oui, sur iPad aussi. Absolument, oui. Absolument. Alors, d'abord, moi, ce qui m'a étonné, enfin, ce qui m'a... plus qu'étonné, ce qui m'a impressionné quand je l'ai testé, c'est la quantité de sites répertoriés. Et je suis allé voir dans le... Il y a un endroit où il y a marqué légal, et quand on clique, ça ouvre une page avec toutes les sources qui t'alimentent finalement en data. Alors j'ai essayé de les compter, je suis autour de 300. Je ne sais pas si je suis dans le juste. Ce sont que des universités, des instituts géographiques, des municipalités, des régions, des pays. Enfin voilà, c'est hyper impressionnant. Comment est-ce que tu as réussi à intégrer tout ça dans l'appli? Comment est-ce que tu as créé toutes les connexions pour que l'appli soit alimentée de cette manière? Alors effectivement, il y a des points d'intérêt partout dans le monde. C'est-à-dire que tu peux aller, tu prends n'importe quel pays d'Afrique, tu vas au milieu du désert.
ça va te trouver les choses à voir à cet endroit-là. Comment j'ai fait? J'ai créé un crawler. Un crawler, c'est un robot qui parcourt le web et qui récupère tout ce qu'il y a des données géographiques. Donc, évidemment, dans les sources, il y a Wikipédia. Il y a un autre projet qui s'appelle OpenStreetMap. OpenStreetMap, on va dire, c'est l'équivalent de Google Maps, mais en open source, en libre. Et en fait, tous les points d'intérêt, c'est-à-dire que même dans ta rue, le moindre passage piéton ou le moindre feu de circulation est répertorié dans OpenStreetMap. Bon, moi, les feux de circulation, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais j'ai tout répertorié et au final, il y a 14 millions de points d'intérêt qui sont répertoriés dedans. Et après, il y avait un gros travail d'aller associer la popularité à chaque lieu. Et donc là, j'ai plein d'indicateurs et notamment les réseaux sociaux ou le nombre de recherches qui sont faites sur Google sur tel lieu. Et à la fin, ça me permet d'aller dire, si tu tapes Tours dans le moteur de recherche, ça va te sortir d'abord la Tour Eiffel, ensuite la Tour Montparnasse, etc. Donc effectivement, je crawl tout ce qui est crawlable. J'ai beaucoup plus de points d'intérêt dans l'application que ceux que tu vois à l'écran, parce qu'il y en a plein qui sont masqués. Par exemple, par défaut, les restaurants et les hôtels sont masqués, mais tu as un filtre. Si tu choisis filtre restaurant, ça enlève tout le reste et tu n'as plus que les restaurants qui apparaissent, mais sur le même principe. Alors, oui, parce que, il y a ceux qui ont l'image, qui verront les images de l'appli, mais c'est très visuel. C'est-à-dire que quand on arrive sur la carte, on arrive tout de suite dessus d'ailleurs, parce que c'est on lance l'application. C'est une grosse carte. Voilà. On arrive sur la carte, et la carte, elle est faite de cercles plus ou moins grands, dans lesquels il y a un visuel du site. Et plus le cercle est grand, plus ça veut dire que c'est un endroit qui a de l'intérêt ou qui est populaire, c'est ça? Qui est populaire, absolument. En fait, si tu veux, toutes les cartes du monde, toutes les applis de cartes, que ce soit Google Maps, etc., on se bat avec différentes problématiques. La première, c'est qu'il faut que ce soit complet. Il faut qu'il y ait beaucoup d'informations. Mais s'il y a beaucoup d'informations, tu te retrouves sur certaines cartes où tu as les petits pins rouges et ça te fait une forêt de pins rouges. Il y en a tellement que tu vois plus rien. Donc, tu te retrouves saturé. Tu as d'autres cartes où tu n'as pas assez d'informations et du coup, c'est le désert. Il n'y a rien dans la carte. Donc, il faut trouver le juste milieu. Moi, le juste milieu, c'est que j'ai repéré qu'en gros, entre 10 et 30 points d'intérêt à l'écran, c'est bien. Au lieu de mettre des petits pins rouges, tu vois, les espèces de petites bulles que tu as sur tous les outils de carte, je me suis dit, un pin rouge, ça nous intéresse pas. Je vais mettre plutôt la photo du lieu. Et la photo, elle est dans un petit rond. Elle est d'autant plus grosse que le lieu a un intérêt. Donc, un lieu qui a aucun intérêt, il est assez petit. Et un lieu qui est génial, il est en plus gros. Oui, donc ça, tout de suite, on voit les endroits qui intéressent le plus les gens qui y sont allés. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de sacrées moulinettes derrière pour déterminer la taille des cercles, etc. C'est balèze déjà, quand même. Bon. Est-ce que les utilisateurs peuvent contribuer d'abord à créer de nouveaux sites ou en signaler, à faire que un site méconnu devienne plus connu, donc que la taille du cercle augmente? Comment ça se passe? Non, la taille du cercle, il y aura pas moyen d'augmenter, si ce n'est d'inviter beaucoup d'amis à aller visiter les lieux. Et naturellement, il va petit à petit devenir populaire. Mais pour battre l'ego des lieux les plus populaires, en gros, j'ai différentes tailles de cercles et c'est représenté par des petits bonhommes. Au début, j'avais mis les étoiles, mais les étoiles, dans l'inconscient collectif, c'est la note, c'est que quelqu'un a attribué. Là, c'est pas une note. Donc, tu as des petits bonhommes. 5 petits bonhommes, c'est plus d'1 million de visiteurs par mois dans le lieu. 4, c'est plus de 100 000. Ensuite, 10 000, 1000, 100, 10, etc. Et donc, ça divise de 10 à chaque fois. Donc, ça, c'est pour dire, si tu veux faire apparaître ton restaurant très gros, il faut que tu invites 1 million de personnes par mois à venir. Effectivement, ça va faire grossir la carte. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le but, c'est que mon enjeu, c'est que ce soit très rapide. Quand tu vas dessus, dès que tu zoomes, les lieux, ils te sautent à la figure, ils apparaissent très, très vite. Il y a une sélection qui est faite automatiquement par l'application, mais tu peux créer dans l'application tes propres sélections et tu peux créer un itinéraire. Si tu rajoutes tel ou tel lieu, ça te crée automatiquement l'itinéraire
pour aller d'un lieu à un autre. Si tu les changes de sens, ça te change l'itinéraire. Pour l'instant, tu ne peux que ajouter ce qui est déjà dans l'appli. Mais effectivement, moi, donc, quand j'ai créé Comment ça marche, c'était et c'est toujours un énorme forum. Il y a des millions de discussions. Donc, ce que j'aime, c'est que les gens créent à partir de ce que j'ai fait. Donc, évidemment, c'est l'étape suivante. Pour l'instant, dans le dernier onglet, il y a un lien nous contacter. Alors, nous, c'est moi, parce que je suis tout seul. Donc, c'est mon mail. Dès que les gens me signalent des choses, je les corrige instantanément. Mais évidemment, d'ici peu, l'étape d'après, c'est de faire en sorte que les gens puissent signaler qu'un lieu est fermé, qu'un lieu n'existe plus, il est au mauvais endroit, et qu'ils puissent rajouter des lieux. Alors, dans un premier temps, le but, ce sera qu'ils l'ajoutent à leur propre carte. Et ça, n'importe qui pourra rajouter la photo avec un lieu. Et si beaucoup de gens rajoutent un lieu à leur carte, alors il fera son apparition dans la carte que verront tous les utilisateurs. C'est un peu comme Waze, quand quelqu'un signale un accident. Ouais, c'est ça. S'il y a beaucoup de gens qui signalent l'accident, il est signalé à tous ceux qui sont dans le coin. C'est ça. On va dire ça s'appelle l'intelligence collective. Ouais. On utilise ça pour filtrer. Ça évite que des gens aillent me mettre des photos de zizi ou autre dans l'application. Ouais, c'est ça. Gilles, j'ai l'impression que tu veux intervenir. Oui, c'était ma question. Est-ce que les données sont en local, sont stockées en local, ou est-ce qu'elles sont dans un site ou dans un serveur et repoussées ensuite vers les applications des utilisateurs quand ils en font la demande? Ça, c'est un gros sujet du moment. Ouais, c'est un gros sujet. Effectivement, les applis sont à distance sur un serveur il y en a même plusieurs que je développe moi, ce qui fait que ça peut répondre très très vite. La base de données, elle fait des centaines de gigas, donc ce serait pas possible de les stocker sur les appareils des utilisateurs. C'est une demande que j'ai. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui me demandent est-ce qu'on peut faire une version offline de l'application. Pour l'instant, non. Maintenant, j'y travaille et je vais voir dans quelle mesure. C'est vrai qu'il y a des applications qui permettent, par exemple, si tu pars, je sais pas quoi, en Espagne, d'aller récupérer les données de la zone où tu vas. L'Espagne ou la Catalogne, j'en sais rien. Ouais. Et du coup, l'avoir en local. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, c'est vrai que c'est un des petits manques, c'est que si tu vas à un endroit où il n'y a pas de connexion, s'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'application around us. Voilà. Mais bon, moi, ce que je pense, c'est qu'assez vite, où qu'on aille dans le monde, on aura accès au réseau sans avoir des coûts incroyables. C'est en train de bouger à toute vitesse. Ouais. Donc, à partir de là, le fait de l'avoir en local sera plus vraiment un problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore à la frontière où, quand on part dans certains pays, si on n'a pas le forfait qui va bien, on se fait allumer par son opérateur. Oui. Élie, tu es intervenu discrètement, mais je t'ai vu. Oui, non, c'est un vieux débat. Est-ce que la Catalogne fait encore partie de l'Espagne? Ah oui, c'est d'accord. Voilà, je me disais que ça devait être quelque chose comme ça. Désolé. Voilà, Jean-François, alors comment ça s'est passé depuis le lancement? Quel a été l'accueil de l'application? Quel est son succès? Comment tu évalues l'aventure là, qui est en train de prendre de l'ampleur chaque jour un peu plus? Ouais, alors c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent et qu'on me posait aussi sur comment ça marche. La question souvent, c'est à partir de quel moment on considère que c'est un succès. Et pour moi, une application ou un site est un succès à partir du moment où ça nous dépasse et qu'on contrôle plus rien. Aujourd'hui, je suis encore en situation de contrôle parce qu'effectivement, les utilisateurs peuvent pas forcément créer beaucoup de choses dans l'application, mais elle a été téléchargée au total. Alors, iOS plus Android, j'atteins bientôt le 1 million de téléchargements. Yes. La France, c'est que 7% du trafic. Donc, j'ai beaucoup de gens qui se connectent de Brésil, Inde, Argentine. Et je crois que la France doit être le 4e quand même, parce que dès que j'en parle, c'est plutôt en France. Alors, il faut dire qu'elle est dispo dans plusieurs langues. C'est aussi grâce à l'IA ou pas? Bien sûr, oui, mais je parle pas 8 langues. Hein, donc, comment ça?
Elle est disponible. Alors, elle est faite nativement en anglais et traduite en français. Quand on la télécharge en France, on s'en rend pas compte. Évidemment, la traduction est impeccable. Et effectivement, c'est l'IA qui va aller me traduire. Dès qu'il y a un nouveau point d'intérêt qui rentre, c'est traduit dans les 8 langues. Et progressivement, j'ouvre une nouvelle langue pour la rendre disponible à d'autres utilisateurs. Ouais. Alors, il y a autre truc qui est fort aussi, je te passe la parole juste après Gilles, c'est que tu fournis des résumés de la fiche Wikipédia de chaque site. C'est ça. Et j'imagine que ça aussi, c'est l'IA qui s'en occupe. Oui, oui, absolument. En fait, le problème de l'IA, c'est qu'elle a ce qu'on appelle des hallucinations. C'est-à-dire que si tu demandes à l'IA la vérité sur un sujet, donc je sais pas, tu prends une église à côté de toi et tu lui demandes, donne-moi l'historique de cette église. Il va te dire que Robespierre y est passé à telle époque. Tu dis, t'es sûr? C'est pas faux. Il dit, ah non, pardon, c'est pas Robespierre, c'est Baudelaire. Voilà. Donc ça, c'est le problème de l'IA. Moi, pour ne pas avoir ce problème-là, je lui donne toutes les infos. Donc je vais récupérer toutes les infos dans toutes les langues de tous les Wikipédia et je lui demande d'en faire une synthèse. Et en fait, en synthèse, il est très très beau. Donc effectivement, il donne des informations pratiques, il donne des informations culturelles et ça donne un peu d'histoire. À chaque fois, il y a juste une phrase parce que, bon, moi, j'estime que la plupart des gens, on n'a pas le temps d'aller lire la fiche Wikipédia entière de chaque lieu. Donc, le but, c'est que ce soit assez simple. Ça, c'est le premier truc. Et pour chaque endroit, il y a également, alors quand c'est disponible, et ça, c'est une fonction qu'il n'y a que sur la partie iPhone, il y a une visualisation en 3D du lieu et on peut tourner autour, zoomer, etc. Alors ça, j'utilise une fonctionnalité qui est liée à MapKit. Donc MapKit, c'est on va dire, c'est la partie développement de Apple Plan qu'on peut utiliser dans une application. En réalité, ça y est nativement sur tous les téléphones, sur tous les iPhones, mais on ne sait pas où le trouver. Quand on va dans Apple Plan, faut aller choisir 3D, etc. Et moi, j'ai rendu ça accessible facilement. Et surtout, c'est centré automatiquement sur le lieu. Donc, quand on zoome, on ne part pas dans tous les sens. Alors, ça tourne autour ou pas. C'est-à-dire que tu peux arrêter avec le doigt. Si tu vas dans un sens, ça va faire tourner dans un sens. Avec tous les gestes classiques, si tu écartes ou si tu pinces, tu zoomes et tu dézoomes. Alors, Élie, c'est sur le sujet, donc je te passe la main. Et Gilles, je sais que tu veux intervenir après. Oui, moi, c'était simplement, puisqu'on a parlé de ça, est-ce que tu prévois une version pour Apple Vision Pro pour être vraiment immergé et que tu sois around us, mais vraiment? Ouais, j'aimerais bien, mais c'est vrai que, bon, déjà, pour faire alors, on peut utiliser un outil virtuel en ligne pour le faire. Alors, ma seule limite, c'est que je suis tout seul et j'ai que 24 heures dans une journée, et sommeil compris pour avancer. Et donc, mes journées, c'est un arbitrage de ce que je dois faire. Pour l'instant, je me suis dit que, je mets plutôt le focus sur le fait d'arriver à fournir les fonctions communautaires, mais je pense qu'assez rapidement, je vais faire la version Vision Pro. Tu reviens là, hein. Tu reviens direct, hein, Jeff. Là, ça va être fou. Hein. Pour dire, la version Apple TV, je l'ai développée en 3 jours. Wow. C'est-à-dire, à partir du moment où j'avais la version iOS, j'ai donné tout le code à ChatGPT. Je lui ai demandé de me faire la version Apple TV. Apple TV, ce qui est compliqué, c'est que ça change tous les gestes. On a une toute petite télécommande et donc, il faut tout repenser. Donc, j'ai repensé et au final, sur Apple TV, j'ai cherché. Je pense que je suis la seule application de Carto qui est disponible sur Apple TV. Même Apple Plan n'est pas disponible sur Apple TV. Donc, au final, voilà, je l'ai faite. Elle est pas mal. Il faut que je la mette à jour parce que j'ai rajouté plein de choses sur la version iPhone qu'il n'y a pas encore sur la version Apple TV. Super. Justement, je me disais ça tout à l'heure quand justement Benjamin a parlé de la version Apple TV. Je me suis dit, mais pourquoi faire? Puisque quand je me déplace, mon Apple TV n'est pas avec moi. Mon iPhone, oui, CarPlay, oui, mais pas l'Apple TV. Mais après, je me dis, non, mais attends. Si je veux préparer un voyage ou quelque chose, c'est dans mon salon avec un grand écran que je suis le mieux. Donc la version Apple TV a tout son sens. Mais, et voilà. J'ai même des retours d'utilisateurs. Il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages en disant, voilà, ils sont dans tel pays, ils n'ont pas les moyens de voyager,
ça peut être des personnes âgées, etc. Et en fait, ils utilisent l'application parce qu'en fait, ils ont l'impression de voyager à tel ou tel endroit. Donc, Devant ils leur veulent télé. Exactement, ils veulent partir à San Francisco, ils tapent dans le moteur de l'appli San Francisco, ça zoome sur San Francisco et là on peut aller tourner autour de la statue, enfin non, la statue de la Liberté c'est à New York, mais on va dire à San Francisco, le Golden pont, Gate, etc. quoi. Ouais, le Golden Gate, ouais, voilà. Gilles, tu avais une question, je crois, pour Jean-François. Non, une remarque. Quand on a lancé avec Mac Plus l'application, le site Mac to Sell, qui était à la base un Argus, une cotation objective du prix des Mac, et ensuite ça a été les iPods et les iPhones, etc. On a fait le tour, on voulait le lancer dans plein de pays, plein de langues, et on a fait le tour des connaissances qui maîtrisaient nativement tel ou tel langage, telle ou telle langue. Il a fallu que ce soit les développeurs de l'équipe qui s'en chargent pour faire l'algorithme de cotation au fur et à mesure du temps qui passait. Or là, avec Aroundness, on a une rupture paradigmatique de ce qu'est une application autour de ce que peut être le travail dans une application, sur une application, grâce à l'intelligence artificielle, puisque le code est natif, les langues dans lesquelles il est disponible, c'est sur de l'intelligence artificielle aussi, et le résumé, le contenu à l'intérieur est en partie généré par la synthèse de l'intelligence artificielle. Il y a vraiment, c'est l'exemple paradigmatique du avant et après l'irruption de l'intelligence artificielle dans le développement. C'est aussi pour ça que c'est hyper intéressant, et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais très envie qu'on puisse t'accueillir dans iWeek, Jean-François. Il y a un aspect, alors oui, je te passe la main, Eddy, mais il y a un aspect hyper important, et on l'a pas encore dit, c'est que Aroundness, c'est complètement gratuit. Oui. Ouais, alors bon, moi je pars du principe, si tu veux, un site ou une app, il faut 3-4 ans pour que le truc prenne. Pour l'instant, de toute façon, les utilisateurs, alors 1 million de téléchargements, ça peut paraître beaucoup, mais pour moi, ce sera beaucoup quand il y aura 1 million de personnes par jour qui l'utiliseront. 1 million de personnes qui l'ont téléchargé. En réalité, je dois avoir 30 000 personnes par jour qui l'utilisent. Même en mettant de la pub, c'est pas ça qui va changer les choses. Au final, vu que je développe avec l'IA, je suis tout seul dessus, ça coûte 3 fois rien à faire tourner. Donc moi, j'ai le temps, je fais autre chose par ailleurs. Comme j'ai fait sur Comment ça marche. Comment ça marche, c'est resté une passion de 99 à 2006. Rappelle-toi, je disais, je travaillais au ministère de l'Éducation nationale, j'étais bien au chaud, et par ailleurs, le truc montait. Et à la fin, ça faisait 10 millions de visiteurs par mois. Donc là, j'ai pu en vivre, et ça a fonctionné très très bien. À tel point, pour te dire, CCM Benchmark, donc la société qui possède Comment ça marche, et avec les sites L'Internaute, Journal du Net, Journal des femmes, c'est ceux que j'ai rachetés, ça fait 24 millions de visiteurs par mois. Et l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, ça a fait 20 millions d'euros de résultats. Donc je suis resté pendant 6 ans sans gagner quoi que ce soit avec. Mais une fois que ça part, après, ça peut gagner beaucoup. Bon, après, mon but n'est pas, je fais pas le truc pour gagner de l'argent. Le but en premier, c'est de m'amuser et de faire un truc qui me plaît, et j'aime bien créer quelque chose. Mais effectivement, à terme, s'il y a beaucoup d'utilisateurs, il va falloir rentabiliser, parce que ça va finir par me coûter quelque chose. Donc bien après, ça se rentabilisera assez facilement. Tu parlais des restaurants et des hôtels, mais il y a peut-être un début de modèle économique. T'as tout compris, c'est ça l'idée. C'est en fait, si tu veux, d'ailleurs, c'est le problème sur les apps de voyage. Les apps de voyage, en fait, le business du voyage, il se fait sur 3 trucs. Il se fait sur le transport, l'avion, le train, etc. Il se fait sur l'hébergement, l'hôtel, et il se fait sur la nourriture, donc les restaurants. Et finalement, les monuments, quand tu vas en voyage, tu y vas pour voir des choses. La plupart des choses à voir, c'est gratuit.
tu vois, une cascade, une grotte, le Golden Gate, tu peux le voir gratuitement. Donc, c'est complètement inversé. Donc, toutes les applications, quand tu vas dans l'App Store et que tu regardes les applications, c'est des voyagistes, c'est des transporteurs, donc des compagnies aériennes, etc. Et finalement, la partie purement tourisme, elle est laissée un peu à la trappe parce que il y a pas vraiment un modèle économique dessus. Donc, moi, je fais les trucs à l'inverse. Je démarre par ce qui est intéressant, à savoir les choses à voir. Les gens vont utiliser l'application pour préparer leur voyage. Et évidemment, s'ils préparent leur voyage, bah, je leur dirai, tiens, voilà les hôtels qui sont à proximité. Si vous voulez un restaurant, bah, il y a cela à faire. Et à la fin, je leur dis, bah voilà, si le vol pour aller, je sais pas quoi, à Malaga ou à Malte, vous pouvez prendre tel ou tel vol avec moins 10, moins 15%. Donc, je pars dans l'autre sens. Mais qui dit partir dans l'autre sens, c'est faire le pari au début que ça va pas me coûter grand-chose et l'application va être gratuite, mais que plus tard, bah, finalement, si les gens préparent leur voyage avec mon appli, bah, je sais avant tout le monde où les gens vont partir. C'est malin. Voilà. Bon, et du coup, j'ai déduit en t'écoutant que tu ne fais pas que ça aujourd'hui, Jean-François. Bah, non, alors en fait, quand j'ai vendu CCM Benchmark au groupe Figaro, évidemment, bah, comme toute personne qui vend une société, on nous demande de rester pendant quelques années, ce que j'ai fait. Et au-delà du temps, on va dire réglementaire qu'on m'a demandé de rester, je continue de les accompagner et en fait, je les alimente sur toutes les questions autour de l'IA, le référencement naturel, le développement d'app, etc. Et donc, je les guide et quand ils ont des questions, des nouveaux projets, bah, ils m'associent pour avoir mon retour, voilà, toute l'aide que je peux leur apporter pour aller utiliser les leviers. Moi, mon principe, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire des choses. On vit quand même dans un monde incroyable où quelqu'un qui sait faire quelque chose, avant, il fallait connaître quelqu'un pour passer à la télé ou à la radio. Aujourd'hui, tu sais faire quelque chose, bah, tu crées un compte sur les réseaux sociaux et assez vite, tu vas te faire repérer. Tu as envie de créer un site web, crée ton site web. Tu veux créer une application, tous les outils sont gratuits pour le faire. Donc, c'est à la portée de n'importe qui. Il manquait quand même les compétences, mais maintenant, avec l'IA, les compétences sont accessibles à n'importe qui. Donc, c'est quand même extraordinaire d'être dans une époque où n'importe qui a les armes et a les mêmes outils que les géants technologiques pour aller développer des choses incroyables. Voilà, c'est la démonstration que tu fais, Jean-François, avec Around Us. Merci d'avoir été là. On te souhaite beaucoup de succès. On a très envie de se tenir au courant de la suite de l'aventure. Donc, moi, je te propose un truc, c'est que vraiment à la prochaine grosse mise à jour, peut-être on reprenne un petit moment pour que tu nous racontes justement ces nouveaux développements. Et puis, la version Vision Pro, elle nous intéresse directement. Et justement, je sais que tu dois partir, Jean-François, mais reste avec nous juste pour la première news du JT de la semaine. C'est évidemment le lancement ce vendredi en France du Vision Pro. Alors, on en a parlé la semaine dernière. C'est un sujet qu'on suit depuis son annonce il y a un an, depuis l'arrivée du Vision Pro aux US, depuis la Dub il y a pile un mois à Cupertino. Qu'est-ce que le Vision Pro représente pour toi ? C'est pas un lancement simple pour Apple, c'est un produit cher, c'est un produit de niche, c'est presque un prototype mis en vente. Est-ce que pour toi c'est vraiment le futur de l'informatique comme Tim Cook le dit depuis un an ? Est-ce que tu en as un ? Est-ce que tu l'as essayé ? Raconte-nous. Non, je l'ai pas essayé, j'ai pas eu cette chance. Alors c'est vrai qu'il y a le prix est un élément qui fait que tout le monde n'aura pas ça entre les mains. J'avoue que je rêve d'essayer ça. Parce que moi, dès qu'il y a des nouveautés, je suis premier à les essayer. Je pense que Apple a raison de faire ce saut-là, ne serait-ce que pour avoir les compétences, mettre un pied dans cet univers-là et faire en sorte de commencer à créer un écosystème. Parce que comme j'ai dit, créer un écosystème, ça prend du temps. Il faut 3-4 ans. C'est comme, tu vois, tu plantes. Si tu veux faire pousser une plante,
tu peux mettre autant de produits que tu veux dessus. Une plante, un arbre, faut le temps qu'il pousse. Une communauté, c'est pareil. Donc, ils sont en train de créer ça. Pour l'instant, il y a des frais importants, mais on les connaît. Ils vont être capables d'aller faire une version plus légère qui permettra à des personnes d'avoir accès à ces technologies-là. Il faut reconnaître que l'immersion, on est dans l'étape d'après. C'est-à-dire que Apple a quand même réussi à faire... C'est eux qu'on crée quasiment le mobile. Je veux dire, l'iPhone, c'est lui qui a fait la révolution. Oui. On sent bien que là, il y a l'évolution d'après, la nouvelle interface, et ça arrive en même temps qu'il y a l'IA qui est disponible. Donc, on imagine, vu en 3D, donc l'immersion totale visuelle, plus de l'IA qui sera capable d'aller créer des choses en fonction de ce qu'on fait, on va arriver dans des jeux vidéo incroyables et aussi, d'un point de vue, on va dire, professionnel, faire des choses qu'on ne pouvait pas faire jusque-là. Donc, voilà, je serai... En tout cas, je vais surveiller ça de très près. Si je peux, j'avoue que assez rapidement, je pense que j'essaierai de mettre la main sur un appareil. Et si c'est le cas, évidemment, je créerai la version Around Us sur Apple Vision. C'était mercredi à Paris et le fait que ce soit à Paris, c'était déjà un événement. Samsung Unpacked, cette marque de conférence, un peu la keynote façon Samsung. Depuis une douzaine d'années qu'elles existent, elles ont eu lieu dans plusieurs villes à travers le monde, plusieurs fois à Barcelone, à San Francisco, à New York, à Berlin si je ne me trompe, en Corée aussi, un peu partout, mais jamais elles n'avaient eu lieu en France. Et il se trouve que Samsung est sponsor des Jeux Olympiques, sponsor historique. Ils sont aussi sponsors donc de Paris 2024 et donc le timing était parfait pour que l'événement soit organisé pour une fois en France à Paris. C'était au Carrousel du Louvre mercredi. J'y étais d'ailleurs et comme on s'y attendait, il n'y a eu aucune surprise sur les annonces. Apple a confirmé ce qu'on savait depuis déjà plusieurs jours, c'est-à-dire l'arrivée imminente de ces nouveaux smartphones pliants. J'utilise l'adjectif pliant sur les très bons conseils de Fabrice Neumann que j'embrasse. Donc le Galaxy Flip 6 et le Galaxy Fold 6 sont officiels. Ils arrivent le 24 juillet, donc 2 jours avant le début des JO. Je pense que c'est pas complètement par hasard non plus. Alors, je les ai vus en vrai parce qu'il y en avait plein d'exemplaires juste après la conf de Samsung. Je vais vous dire un truc, c'est une des premières fois que j'ai presque envie d'un smartphone Android. Malheureusement, c'est un smartphone Android, donc voilà, c'est quand même un gros blocage pour moi. Mais j'avoue qu'en termes de design, cette 6e génération commence à être vraiment séduisante pour plein de raisons. D'abord parce qu'ils sont un peu plus fins. 0,5 mm de gagné quand ils sont ouverts et un peu plus d'1 mm, je crois, quand ils sont fermés. Parce que aussi, pour la première fois, les caractéristiques du flip et du fold sont identiques. C'est-à-dire que la seule vraie différence, c'est le format et l'écran qu'on obtient quand on les déplie. Dans le cas du flip, c'est vraiment un téléphone à clapet qu'on déplie et on obtient un smartphone vertical comme on les connaît avec l'iPhone. Dans le cas du Fold, c'est vraiment un smartphone vertical qui se déplie comme un livre et donc on obtient un grand format carré qui permet d'afficher notamment les vidéos et les films en plus grand, sur un plus grand écran pour ceux qui aiment. Donc je trouve le design est très réussi. J'ai l'impression que Samsung arrive vraiment à une forme de maturité technologique sur la charnière, sur le pliage de l'écran. Un détail qui m'avait échappé, l'écran, ça n'est plus du plastique, c'est du verre ultra fin mais qui se plie. Je ne sais pas si c'est un détail que vous aviez capté, mais c'est
c'est effectivement du verre Pas pliable. du tout, non. Donc c'est assez étonnant, voilà. Donc design assez réussi, honnêtement. Les prix, eux, ne baissent pas et même ils ont tendance à augmenter un peu sur le Fold 6 qui prend 100 € de plus par rapport à la génération précédente. Ça met les deux modèles à 1199 € pour le Flip 6, prix de départ, hein, avec la 256 Go de stockage, et 1999 € prix de départ pour le Fold 6. Donc ça, c'est des prix qui vont s'envoler à plus de 2000 € dans ce cas-là. Donc dispo le 24 juillet, ça c'est vrai pour tous les produits qui ont été confirmés mercredi à Paris. La deuxième gamme qui évolue, c'est la gamme des Galaxy Watch, donc les montres connectées de Samsung. Alors là, vous avez sans doute vu comme moi les images de la Galaxy Watch Ultra, qui évidemment répond à l'Apple Watch Ultra, avec des coloris qui sont identiques, et un design qui n'est pas identique, mais qui est quand même assez inspiré, on va dire, de l'Apple Watch d'Apple Ultra. La différence en termes de design, c'est que Samsung reste sur des cadrans ronds, mais le cadran rond est inséré dans un boîtier qui est carré avec juste les coins arrondis. Donc voilà, c'est un mélange des deux ADN, mais il y a clairement de l'inspiration côté Apple. Et puis l'objet qu'on attendait, c'était cette fameuse bague connectée, la Galaxy Ring, dont on a parlé déjà ensemble plusieurs fois. La mauvaise nouvelle, c'est son prix, 449 € en France. C'est le prix de la Watch Series 9. Ouais, exactement. C'est vraiment pas donné. Voilà, elle ne fait pas apnée du sommeil, elle ne suit pas l'apnée du sommeil, elle n'a pas de fonctionnalité vraiment qui change la donne, mais pour le suivi de la santé et du bien-être, etc., ça pourra peut-être avoir un petit succès. Je pense que le prix va être un vrai frein. En termes de design, je la trouve pas très jolie. Les modèles noirs et gold sont quand même assez moches. Éventuellement le modèle argent. Donc la Galaxy Ring, elle existe en 9 tailles de doigts, si je ne me trompe pas, et 3 coloris. Et elle sort, elle aussi, le 24 juillet. Vous avez suivi les annonces, Gilles. Est-ce que tu as un commentaire à faire sur ces annonces de Samsung ? J'avais une question sur la Galaxy Ring. Est-ce qu'il y a des trucs qui s'inscrivent quand on la met dans le feu? Non. Alors, c'est pas la bague du Seigneur des Anneaux, hein. Je suis désolé. C'est pas le précieux. Non. C'est juste une bague connectée. Alors, ce qui est quand même édition étonnant. se vendrait très bien. Ouais, c'est vrai. Mais ce qui est quand même étonnant, alors il y a un truc étonnant, c'est le poids. C'est-à-dire que le modèle le plus petit, c'est donc la taille 5. Elle pèse 2,3 grammes. Et honnêtement, ça devient un tour de force quand même de créer un objet qui pèse 2,3 grammes, qui contient une batterie qui tient une semaine. Plus les capteurs, enfin, c'est fou quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis... Oui, qui sert à rien d'après ce que tu dis. Oui, non. Sale. Non, mais 2,3 grammes, c'est vraiment très très léger, quoi. C'est impressionnant. Ça va maturer comme les montres au départ. Oui. Je vois ça comme ça, moi. Mais est-ce que Peut-être, c'est mais joli c'est des produits qui existent depuis plusieurs années, hein, les bagues connectées. La nouveauté, c'est que Samsung arrive sur le marché et ça va sans doute beaucoup l'aider à décoller. À prendre de l'ampleur, ouais, mais en soi, c'est pas nouveau. Hein. La question, c'est est-ce qu'Apple va y aller ? Je ne sais pas. Non, je crois pas. Non, tu crois pas ? Tu crois pas, Ellie ? Non. Gilles ? Ils préfèrent un casque à 4000 balles. Oui, sans Non, doute. c'est pas ça. Je pense Oui, qu'ils mais on ont fait essayé. des trucs avec. Ouais. Ouais, s'il n'y a pas de fonction vraiment qui fait sens et qui justifie le prix, c'est pas des chaussettes, quoi. Pardon, Ouais. pardon Fabrice, mais ils rajouteront des fonctionnalités sur la montre. Je peux me tromper encore une fois. Hein. C'est pas, je suis pas très fort en prédiction de produits à venir, mais il faudra vraiment qu'ils puissent justifier le prix et justifier la démarche.
La troisième news de la semaine, et on va finir ce JT sur cette info, c'est la hache de guerre enterrée entre Apple et l'Europe, au moins sur un sujet. Ce sujet, c'est Apple Pay. Et oui, je vois ta tête, Ellie, mais c'est déjà ça. Apple a ouvert l'accès du NFC sur l'iPhone. Et donc, l'Europe va laisser Apple tranquille. Mais ça veut dire aussi qu'on a tous le choix désormais de passer par un autre système qu'Apple Pay. Oui, ben Est-ce là, qu'Apple va y perdre comparer. beaucoup? Oui, on va pouvoir comparer, oui, bien sûr. Non, je crois pas. Système Apple Pay est tellement facile, tellement bien fait. Moi, je vois des tas de gens maintenant utiliser ça dans les commerces, etc. C'est devenu vraiment un mode de paiement accepté. Alors si, ça va dépendre évidemment des banques, mais si les banques nous sortent maintenant, parce qu'ils ont accès au NFC, un système où oui, certes, tu approches ta montre ou ton téléphone du terminal, mais la banque t'envoie un SMS avec un code qu'il faut que tu tapes parce que sinon ça le valide pas, etc. C'est pas parce que, tu vois, ils sont capables de nous sortir un truc ultra compliqué parce que très sécurisé, etc., etc., ce qui fait que les gens auront du mal à l'utiliser. Apple Pay, c'est un système, tu t'en rends même pas compte. Tu poses machinalement ou tu approches ta montre, t'as payé, t'es parti, quoi. C'est devenu, ça fait partie maintenant des mœurs. Donc, il faudrait qu'ils arrivent à faire mieux. C'est difficile, mais il faudrait pas qu'ils fassent bien pire, parce que c'est pas parce qu'ils ont accès qu'ils vont faire un truc, une expérience d'utilisation où Apple excelle. Hein. Donc, on va voir. Est-ce que tu utilises Apple Pay, j'imagine? Oui. Est-ce Apple que Pay et Transport Express aussi, de temps en temps. Ouais. Est-ce que tu as envie de changer? Est-ce que tu changerais pour un autre système? Ou est-ce que tu en es tellement content qu'il n'y a pas de raison de changer Première fois que j'étais dans une banque, on m'a dit vous avez une carte, mais chez nous, il n'y a que la Visa qui prend Apple Pay, j'avais une Mastercard. Donc j'étais dégoûté. Donc moi, si ma banque elle me dit demain, on fait un service comme Apple Pay, mais c'est à nous, et on sort d'Apple Pay, honnêtement, ça me saoule. S'ils me disent on lance le nôtre, mais on reste sur Apple Pay, je bouge pas, il n'y a pas de problème. Hein. Sauf si tu le factures, en plus. Oui, mais bon, ils vont pas me le facturer, enfin, ce serait débile. Oui. Après, il y a sauf si c'est une option 1 euro par an. Mais il y a une option aussi qu'il faudra tenir compte lorsque ça sortira et on regardera. C'est que par rapport à une carte de crédit traditionnelle, quand tu passes par Apple Pay, en fait, tu n'as pas enfin, le commerçant, en tout cas, qui accepte Apple Pay, n'a pas de majoration, ne paye pas. Par exemple, quand tu prends un paiement par Visa ou un paiement par American Express, tu as des frais, tu as une commission. Quand tu prends un paiement par Apple Pay, tu n'as pas de commission. C'est neutre pour le vendeur. Donc, du coup, ils vont peut-être aller à ce niveau-là. Mais il y a toujours les frais de la carte de crédit qui est enregistré. Non, pas sur l'opération. Non. En tout cas, il n'y a pas de surcoût. Ah, de surcoût, non, mais si tu enregistres une carte Visa dans Apple Pay et que tu payes avec ta carte Visa, Visa prend quand même sa commission quand tu fais le paiement. Ah, Visa, oui, je pense. Mais Apple ne surcharge pas l'opération. Ah bah oui. Ah bah non, parce que si... Oui. Après, ça doit être des accords internes entre Visa et Apple, etc. Il doit y avoir un partage de commissions ou je sais pas. Et puis, il y a le côté aussi sécurité de l'utilisateur et anonymat tellement cher à Apple. C'est-à-dire que quand tu payes avec Apple Pay, le commerçant qui peut exploiter ou le site qui peut exploiter ça n'a pas le nom, n'a pas la date d'expiration de la carte. Tous ces détails-là sont anonymisés. Évidemment, la banque le sait, puisque c'est quand même ton compte qui est débité, la banque, mais pas le site web et pas le site marchand. Hein. Donc, rien que pour ça... Et la banque, c'est pas ce que tu achètes. C'est ça, à mon avis, le cœur de la controverse et pourquoi les banques ont été râlées dans les jupes de la commission. Oui, elles perdent le contrôle un peu, bien sûr. Bon, voilà, c'est en tout cas une petite bonne nouvelle. C'est déjà, entre guillemets, un sujet de moins entre Apple et l'Europe. Voilà, on prend. Il y a tout le reste et ça va nous occuper sans doute beaucoup à la rentrée.
On passe à nos coups de cœur et à nos cartons de la semaine, les amis. Je crois que vous avez des conseils, des coups de cœur ciné ou série. Alors Thibaut, on commence avec toi. Ouais, alors moi j'ai été voir plusieurs semaines après sa sortie, mais au cinéma, un petit truc en plus. D'Artus, Oui. vraiment, je vous le recommande, c'est fabuleux comme film. Et j'ai un petit carton aussi, rapidement. On va dire le petit carton de la communauté. Ouais. C'est la date de sortie du coup de Severance. Ah bah oui. Euh, Parce qu'il y a quand même presque 3 ans d'attente entre le début de la saison 1 et le début de la saison 2, entre février 22 et janvier 25. Eh oui. Donc voilà, j'étais obligé de le dire parce que moi j'ai pas encore vu, ça me laisse encore du temps pour rattraper la saison 1. Mais pour les gens qui ont râlé, j'étais obligé. Ok, ça C'est marche. ce que j'étais obligé d'attendre pour Masters of the Air. C'est vrai que tu as été patient, Gilles. Oui. Alors justement, Gilles, toi, tu as un coup de cœur au moins au ciné. Rapidement, hein. Oui, Thibaut doit partir. rapido, j'étais voir le Comte de Monte Cristo. Tout le monde connaît la fin et l'histoire, mais c'est extrêmement bien filmé, extrêmement bien joué. C'est bien mené. Les acteurs sont formidables. Anaïs de Moustier, Patrick Mille, je crois que enfin, Mille, c'est son nom. Laurent Lafitte, des gens qui d'habitude ne jouent pas les méchants, là les jouent de façon extrêmement humaine, et donc on s'y croirait et on se laisserait prendre comme Edmond Dantès, et donc c'est vraiment très très bien, allez-y. J'aime pas Ouais. les trucs où tout le monde se précipite, mais là vraiment allez-y. Là, c'est vraiment Et bien. puis j'ai été voir également Horizon, Kevin en Costner, faisant confiance à ouais. Kevin Costner. Je trouve un peu lent. On sait qu'il y aura 4 films, vraisemblablement de 3 heures chacun. Je pense qu'ils auraient pu faire une mini-série de 8 épisodes avec 90 minutes chacun, et ça aurait imposé davantage de rythme. Mais sinon, c'est extrêmement bien filmé, mais je trouve quand même un peu lent. Et les arcs narratifs se perdent un peu du coup. Ouais, bon, si vous n'avez pas le courage, revoyez Danse avec les loups, c'est quand même mythique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Merci à toi Thibaut d'être revenu dans les Week la semaine Apple. C'est toujours un plaisir. Hein. Ouais, et puis merci de m'avoir réinvité, franchement. Moi je passais des super moments avec vous, donc avec plaisir et quand vous voulez. Merci Ellie d'avoir été là comme très souvent. Et avec plaisir. Bah oui, Et- la piscine est bonne. Et écoute, la piscine est pas mal. Bien. Ouais, J'avoue. c'est la saison là pour les coups. Ah ben écoute, c'est quand même la première fois où on n'a pas pu se baigner avant le mois de juillet quand même à Nice. Hein. Ouais, ouais, C'est ouais. quand même assez rare pour le dire. Bon, bah écoute, profites-en maintenant que c'est possible. Grand plaisir d'avoir été à nouveau avec toi et à très vite. Et salut Gilles Dounès. Encore une baisse. Ah, je l'ai fait exprès. Tu y tiens. Par oui dire. C'est ça, Ça faisait longtemps que je rêvais de le glisser. Par oui dire et en minuscule. d'accord. Bon, bah à bientôt. Donc, à bientôt, Hein, peut-être la semaine prochaine. Et donc voilà, pas de coup de tonnerre, pas de coupure, je suis là jusqu'au bout. Pas d'orage, pas Super d'orage. Gilles. Et merci Jean-François Pillou de nous avoir raconté cette fantastique odyssée avec Around Us, cette application qu'on vous invite vraiment à télécharger, quel que soit votre appareil, hein, iPhone, iPad, Mac, Apple TV. C'est vraiment un nouveau moyen étonnant soit de préparer son voyage, soit une fois qu'on est parti, de découvrir une région du monde. Quand même une question, Jean-François, parce que on a beaucoup parlé de révolution technologique. Je pense qu'on est encore très nombreux à partir. Et Ellie l'a installé, donc c'est bien. Ellie, tu l'as sur ton iPhone, tu vas pouvoir découvrir. On a beaucoup parlé de révolution technologique, Jean-François, mais on est quand même très nombreux encore, dès qu'on part en voyage quelque part, à partir avec le guide du routard ou un guide de voyage papier. Est-ce que c'est encore ton cas aussi, ou pas? Moi, ça fait longtemps que j'avoue que j'ai abandonné. Alors, il y a pas mal de cas où j'ai dû partir, notamment pour le boulot. Et tu vois, quand tu pars pour 1 jour, 2 jours, 3 jours à tel endroit,
bon, tu vas pas aller acheter le guide. Et du coup, j'avais un petit peu cette problématique-là. Donc, c'est vrai que je ne pars pas avec un guide papier. J'essaye de voyager le plus léger possible. Et je dirais que ça fait partie des raisons qui font que j'ai développé l'application, parce qu'aujourd'hui, on a tous notre téléphone sur soi, et je pense quand même que c'est la meilleure façon d'arriver à accéder à l'info. Ouais. Alors, Gilles a une dernière question avant qu'on se dise au revoir, Jean-François, pour de bon, vraiment. Mais tu sais qu'on dit que l'IA va faire disparaître plein de métiers. Est-ce que quelque part, tu risques pas de faire disparaître justement une industrie, celle des guides de tourisme papier? Bon, non. Après, on va dire que c'est complémentaire. Mais à la question, est-ce que l'IA va faire disparaître des métiers, moi je réfléchis autrement. C'est-à-dire qu'en gros, l'IA toute seule, elle fait rien. L'IA, c'est un exosquelette. C'est-à-dire que si tu prends l'IA, tu peux faire beaucoup de choses avec. Mais il faut quand même qu'il y ait un mec, une personne avec son cerveau qui dise à l'IA ce qu'elle doit faire. Comme ce que tu as fait, d'ailleurs. Voilà, on l'enlèvera à personne. Alors, on fera les choses différemment, on les fera plus vite, on ira probablement plus loin, comme avec un exosquelette, mais pour autant, les jobs disparaîtront pas, les jobs évolueront, on fera les choses différemment à l'aide de cet outil-là. Gilles, la dernière des dernières questions pour Jean-François. Oui, elle est en rapport avec ce qui a été évoqué là, mais en fait, ce qui est important, ce qui donne tout son sens et son sel au guide, c'est pas le papier, le site, c'est le type qui a été sur place, qui s'est renseigné, qui a ressenti, qui a aimé, pas aimé, qui a posé des questions, qui a rencontré les gens. C'est là où il y a toute la valeur ajoutée du guide. Ouais, on est d'accord. Comment on va pouvoir se débrouiller avec ça, avec uniquement l'intelligence artificielle, sur quel contenu elle va s'appuyer? Non, c'est pas uniquement enfin, si tu veux, c'est pas uniquement l'intelligence artificielle. Moi, quand j'ai créé Comment ça marche, j'ai très vite vu qu'il y avait un truc qui s'appelait le syndrome des tiroirs vides. C'est-à-dire qu'en gros, si tu crées une application et il n'y a rien dedans, il se passera rien à la base. Donc, il faut créer la matière première pour attirer les gens. Une fois que les gens utilisent l'appli, il faut créer une communauté et les laisser ajouter, contribuer, rajouter des éléments. Donc, le but final, c'est de créer une communauté et que les utilisateurs ajoutent leurs avis. Typiquement, les photos, actuellement, les photos qu'il y a dedans, c'est des photos libres de droit, donc en Creative Commons, qui viennent de Wikipédia. Mais le but, c'est de faire en sorte que les utilisateurs ajoutent leurs photos. Et un truc différenciant que je veux faire, c'est de faire en sorte que parmi les photos, il y ait des photos en situation réelle. Souvent, dans tous les guides, on idéalise le lieu. C'est-à-dire, on le voit, il n'y a personne. Sauf que quand on va dans le lieu, c'est bondé de personnes. Et ça, je veux qu'on le voit. Je veux qu'il y ait des gens qui envoient la photo pour se rendre compte en vrai de ce à quoi ça ressemble, et pas uniquement ce qu'on a vu sur Instagram, où c'est une vision parfaite, idéalisée de la chose. Prise à 6h du matin. Tu as raison. Clairement, les retours des utilisateurs sont essentiels. Et c'est ça qui fait qu'une application va marcher ou pas. Merci beaucoup Jean-François Pillot d'avoir été avec nous dans iWeek cette semaine. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'était très sympathique. Voilà, j'ai fait votre connaissance à tous en vrai. Donc, un bonheur. Grand plaisir d'avoir participé. Un grand bonheur. Un bonheur. Et maintenant, pour te tenir au courant de l'actu Apple, tu sais quel podcast écouter toutes les semaines. Absolument. Salut Jean-François, à bientôt dans iWeek. À bientôt, salut. À bientôt. Bon, merci à vous de votre fidélité surtout et de votre amitié. C'est un bonheur d'être toutes les semaines avec vous. Merci à nos soutiens sur patreon.com/iWeek. Vraiment, on a besoin de vous. Donc, faites un bon geste en ce début d'été. Allez sur la page et rejoignez la communauté pour nous aider. On a vraiment besoin de votre soutien. Salut à tous ceux qui n'ont pas pu être là. On est présent sur les réseaux X, Threads, Blue Sky, Mastodon. Cherchez iWeek News ou iWeek.news et
et utilisez le hashtag iWeekLSA. Ça nous permettra de voir vos messages et éventuellement d'y répondre. Passez une très bonne fin de semaine, un bon week-end et on se retrouve très vite pour la suite, la semaine prochaine si tout va bien. Salut à tous, bye bye. Bye bye.